suis un enseignant-chercheur en ergonomie, et vous allez me dire qu'est-ce que l'ergonome vient faire sur les questions des pesticides. Donc, ce que nous savons faire dans mon métier, c'est d'analyser des situations de travail, d'activités de travail. Et donc, je fais partie d'une équipe de santé au travail. Et c'est en analysant l'activité des travailleurs, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans l'agriculture, les déterminants de son activité et comment, au cours de son activité, il peut être amené à s'exposer à un certain nombre de dangers, par exemple aux pesticides. Et Pierre a présenté tout à l'heure une liste de facteurs de risque qui pouvaient être nécessaires d'investir. Merci. Et donc, on parlait de la question tout à l'heure de la production des connaissances. Je vous rappelle quand même qu'en 2016, on est un certain nombre dans la salle à avoir contribué à un travail collectif au niveau du rapport ANSES qui faisait un état des connaissances concernant les expositions professionnelles aux pesticides. Rapport dont on n'entend plus du coup parler depuis et où, en tous les cas, on peut s'interroger sur les traductions ou sur l'usage des préconisations qui avaient été faites, mais on pourra y revenir dans la discussion. Alors, voilà un certain nombre de pays qui peuvent faire un peu plus du par rapport à ce que vous avez dit. Et vous allez vous dire, mais pourquoi s'intéresser encore aux EPI? Pourquoi les EPI, c'est comme des tailles, les EPI, il y a plein de choses possibles. Pourquoi se focaliser sur la question des équipements de protection individuelle en agriculture? Alors, il faut faire un détour d'abord par le code du travail. Il y a des représentants de la directe dans la salle, et je vous rappelle quand même que dans notre code du travail, il y a un article qui propose un certain nombre de 9 principes généraux de prévention et qui pose dans les derniers principes que les équipements de protection individuelle sont la dernière roue du carrosse et que de toute manière, ils devront toujours passer après des équipements de protection collective. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchie des moyens de protection qui est très clairement décrite au niveau du droit français et au niveau du droit européen de la santé et sécurité. Alors, Jean-Moël parlait de la question des autorisations de mise sur le marché. Et il faut savoir que la question des équipements de protection individuelle, eh bien, c'est la clé de voûte, c'est une des clés de voûte de l'autorisation de la mise sur le marché des équipements de protection. Pourquoi? Parce que si un pesticide est considéré comme dangereux, il ne peut être mis sur le marché qu'à condition que des équipements de protection soient proposés pour limiter l'exposition et le niveau d'exposition. Et donc ça veut dire que si vous attaquez la question des équipements de protection individuelle, tous les pesticides dangereux ne pourraient pas avoir d'AML. Donc il faut avoir ça en tête. Et il y a un principe dans l'homologation que les équipements de protection ont un facteur de protection attribué de 90 à 95%. Ça veut donc dire qu'il y a une pénétration acceptable de 10 à 5% de ces produits. Donc ça, c'est un principe qui est posé, je dirais, dans ce qu'on appelle les études pré-marketing au niveau des AML. Alors, il faut savoir quand même, et là ça devient intéressant, que si on regarde les AMM d'un côté, juste avant 2013, et les fiches de données sécurité des produits, la caractéristique de ces équipements de protection n'était pas précisée dans les AMM. Il y avait marqué porter un équipement de protection adapté. Point barre. À l'agriculteur de se débrouiller pour trouver ce produit adapté. Sans même questionner de savoir si ce produit existait sur le marché ou pas. Donc jusqu'en 2013, la formulation magique, c'était porter un équipement de protection individuelle adapté. Alors, il faut savoir que les études portant sur l'efficacité de ces équipements sont pilotées par les industriels, sont très rarement accessibles, et c'est un autre élément du débat. Alors, ce qu'on a commencé à faire lors de l'expertise collective ANSES, on a commencé à regarder un petit peu l'état de la littérature sur l'efficacité des équipements de protection individuelle. Et là, on a avancé depuis... donc il y a un article qui est en cours de finalisation et qui devrait partir à la traduction, je pense, d'ici juillet ou septembre, où là on a passé en revue une centaine d'articles dans la littérature pour
quelles étaient les discussions et les méthodes qui permettaient de dire que ces équipements étaient efficaces ou pas. Et donc on trouve, grosso modo, deux paquets d'études. Un premier paquet où on va avoir des études contrôlées, c'est-à-dire que vous avez des chercheurs qui débarquent chez les agriculteurs, qui leur donnent des équipements spécifiques qu'ils veulent tester, et ils leur disent, vous portez ces équipements, vous travaillez comme ça, et ils font des mesures de contamination avec ces équipements. C'est une première famille d'études, mais c'est important de savoir un petit peu à quoi ça correspond. Souvent des études financées par l'industrie. Et il y a une deuxième famille d'études, ce sont des études non contrôlées, c'est-à-dire que ce sont des équipes comme celle de Pierre ou comme celle d'Isabelle Baldi, donc à la mienne sur Bordeaux, où on va analyser l'exposition avec les pratiques habituelles de travail. Si les gens se protègent, eh bien, on va mettre des patchs pour capter ce qui pourrait passer au travers dessous. Et s'ils ne se protègent pas, eh bien, on va capter ce qu'ils ont directement sur la et donc, il y a dans ces études aussi des éléments qui vont expliquer la raison du non-port des équipements de protection. Vous en avez parlé, on pourrait revenir à des études qui vont parler sur la question du confort thermique. Je vous donnerai un éclairage. Alors, je suis désolé, c'est tout chaud, ce que je vous ai préparé, j'ai fini ça hier dans ma voiture. Donc, ce sont des articles, j'ai choisi deux articles pour une étude contrôlée. Une de 93 donc, en Floride et une plus récente en Grèce. Donc nous avons des études, nous on pose des patchs sur les agriculteurs, ils remettent une combinaison qui aurait imposée et à la fin du cycle de travail, on va retirer ces patchs. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que vous avez des Bon. Vous avez des écarts, alors vous n'avez pas le même code couleur que moi, vous avez des écarts assez rappelez-vous ce qui est proposé, c'est l'efficacité de 90 à 95%, donc pénétration de 5 à 10. Là vous avez cette étude en 93, on est à 35 plus ou moins 9, 22 plus ou moins 13, et lorsqu'on est dans cette étude en Grèce, vous voyez qu'on est sur une pénétration beaucoup plus forte. Ce que je veux juste poser, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité dans les résultats qui sont produits par ces études, et on ne peut pas dire de manière sécure que tous les résultats vont dans le même sens. Ce que je veux compter ici aussi, c'est que dès les années 90 vont apparaître des tenues coton polyester traitées avec un déperdant. On reviendra sur parce que c'est une question d'actualité, ce qui apparaît comme une nouvelle tenue aujourd'hui, quelque chose de beaucoup plus ancien. Lorsqu'on s'intéresse à des études non contrôlées, c'est-à-dire où les gens vont, les chercheurs vont mesurer cette efficacité, je dirais, à partir des pratiques habituelles des travailleurs, eh bien, vous voyez qu'on va avoir, on peut avoir des études qui sont relativement rassurantes du point de vue de l'efficacité de ces combinaisons, et vous pouvez avoir des études comme celles que nous avons menées dans le cadre de TestExpo, je vais vite aux résultats, où vous avez une comparaison sur à peu près 200 cycles de travail du niveau de contamination avec des gens qui n'avaient pas de protection, qui étaient protégés pendant la phase de préparation, pendant la phase de traitement et pendant la phase de nettoyage. Et vous voyez que pendant la phase de préparation, en médiane, on a à peu près le même niveau de contamination entre ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas. Et par contre, pendant le traitement, ceux qui sont protégés ont quasiment en médiane le double de ceux qui ne sont pas protégés. Et pendant le nettoyage, vous voyez, on a presque quasiment un rapport de 3. Donc ça pose quoi en question? Ça pose en question que le niveau d'efficacité des équipements de protection tel qu'il a été, en tout cas à l'époque, là on est sur une étude des années 2000, ce niveau de protection, il n'est pas aussi rassurant qu'on pourrait le croire. Et si on va chercher des données qui sont présentes à l'époque, donc dans les fiches de données sécurité, porter des combinaisons et un vêtement de type 5, donc là on a affaire à une des combinaisons à un niveau de protection parmi les plus faibles, qui ne protègent pas des pesticides, et c'est ce qu'on retrouve, c'était ce qui était proposé par les industriels, et on peut retrouver la même chose si on reprenait ces différents éléments.
confort thermique liés au port des équipements de protection et qui ont montré ici, dans la culture des citrons en florine, dans des conditions de température modérées, qu'il y avait une élévation de la température corporelle cutanée de surface importante qui approchait des limites physiologiques et qui ont exigé de retirer de manière très rapide les équipements de protection. Et il y a un certain nombre d'études contrôlées qui décrivent où il y a une phrase, à un moment donné, les opérateurs ont refusé de porter ces équipements-là parce qu'ils n'étaient pas en capacité de les porter. Donc là, on est plutôt sur des combinaisons de protection de type chimique, donc qui peuvent avoir un niveau de protection élevé. Et cette question du confort thermique est un vrai problème de confort qui va faire que les gens ne vont pas les porter, mais aussi peut entraîner un certain nombre de troubles, symptômes liés à l'effort associé à cette activité. Alors, il y a quelque chose de miracle qui est sorti il y a 2 ans, des nouveaux EPI, quasiment certifiés par le ministère du Travail et les différents acteurs, qui sont des EPI qui vont donc suivre une norme qui est sortie, donc l'ISO 27065, et qui sont des EPI qui, a priori, vont être adaptés à l'agriculture, répondre aux contraintes des agriculteurs et des viticulteurs. Et vous avez des campagnes de publicité, de promotion importante dans les différents journaux professionnels actuellement, avec quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez plus des combinaisons jaunes ou blanches qui peuvent faire peur dans les coins, et vous avez des vêtements qui ressemblent à des vêtements de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue, y compris du confort. La question, par contre, que ça pose, c'est que pour les agriculteurs, quand vous discutez avec eux, c'est un vêtement de travail et ce n'est plus une protection contre un produit chimique, ce n'est plus une protection chimique en tant que telle. Et donc ça veut dire que ces vêtements, ils vont cumuler, sur ces vêtements vont s'accumuler des produits qui vont passer dans le véhicule, dans la maison, dans les zones de travail, et il y a une vraie vigilance en tous les cas à avoir sur la migration de la contamination avec ces vêtements. Par contre, au-delà de tout l'effet, je dirais, marketing qui est assez fort dans le milieu, où vous voyez, doté d'un double zip, elle est facile à enfiler, les poches et fermetures sont dotées de rabat pour éviter la pénétration des produits. Donc il y a une augmentation, disons, il y a qualitativement des choses intéressantes. Par contre, sur la question de l'efficacité réelle du niveau de protection de ces vêtements qui sont des vêtements en coton, polyester, traité détergent, il n'y a pas d'études indépendantes qui ont montré des effets conséquents. Et lorsque vous prenez les vieilles études des années 80-90, déjà il est question de combinaison de coton, polyester, détergent, il y a certaines études qui disent oui, ça protège, d'autres ça ne protège pas, et ça ne protège pas de tous les produits, et il y a des produits qui continuent à rentrer à ce niveau-là. Alors, ce qui est important aussi à mettre en perspective par rapport aux promesses de ces nouveaux équipements, c'est que ces nouveaux équipements ils sont associés à cette norme. Cette norme elle prévoit 3 niveaux d'équipement en fonction du niveau de dangerosité des produits utilisés. Or, lorsque vous faites des enquêtes de terrain au jour d'aujourd'hui avec des agriculteurs qui vont utiliser ces nouveaux vêtements, la norme elle n'est pas connue. Ces nouveaux vêtements ils correspondent aux vêtements de niveau 1, c'est-à-dire avec des produits les moins dangereux, et les autres étapes sont complètement ignorées, sont complètement méconnues, et donc on peut se poser des questions sur l'efficacité réelle des différents. Alors, pour conclure, il est clair que le port des équipements de protection individuelle peut limiter des contaminations dans des conditions bien spécifiques qu'il faut discuter. Il faut s'assurer que le vêtement est adapté au produit. Il y a toute une réflexion qui est à mener. Et le niveau d'information dont disposent aujourd'hui les agriculteurs, pour moi, ne permet pas d'avoir cette assurance-là. La question de la migration, je vous en ai parlé, de la contamination, parce que ce sont des vêtements confortables et qui peuvent être utilisés pour toutes les phases de travail, reste pour moi un talon d'Achille qu'il faut discuter. Et vraiment, il y a l'enjeu de pouvoir faire évaluer dans des conditions réelles d'utilisation par des études indépendantes l'efficacité de cet équipement de protection qui est devenu la panacée et qui permet maintenant la mise sur le marché des produits, puisque vous
Dernier point pour terminer, de plus en plus apparaissent sur le marché des pesticides comprenant des produits sous phase nano, les PRIC. Ces équipements de protection ne sont pas adaptés pour protéger de particules sous forme nano. Donc cette question des nanos, elle est très peu abordée, elle est complètement sous-estimée. On en discutait tout à l'heure avec des collègues. Dans les déclarations obligatoires au niveau national de l'usage des produits nano, ceux qui font le plus de déclarations de produits nano sont les fabricants de pesticides. Donc ça, cette question, elle est passée complètement sous silence et il faudra l'avoir en tête. Et bien entendu, le fait de supprimer le danger à la source